Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 39 de Polycritique, le webinaire mensuel de la FSP qui s'attache chaque mois donc à décrypter l'actualité à la fois nationale et internationale. La question que nous abordons aujourd'hui, elle est à la charnière des deux, le national et l'international. La question en question, si j'ose dire, c'est que ferait le RN au pouvoir? Mais pour y répondre, on a choisi non seulement de s'intéresser au programme du RN et à la façon dont il a exercé le pouvoir lorsqu'il en a eu, que ce soit au niveau local ou au-dessus, mais aussi en cherchant à comprendre ce que des partis du même type, hein, partageant son idéologie, avaient réalisé lorsqu'ils avaient eu une fraction de pouvoir, voire tout le pouvoir, ailleurs en Europe. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons faire de la politique comparée et regarder à la fois la France, bien sûr, mais aussi l'Italie et les Pays-Bas. Et pour cela, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir dans l'ordre alphabétique. D'abord, Sarah Delangue, professeure à l'Institut de sciences politiques à l'Université de Leiden et qui nous fait l'amitié de s'exprimer en français. Marc Lazare, professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et titulaire de la chaire Relations franco-italiennes pour l'Europe à l'Université Louis de Rome. Et Nona Meyer, directrice de recherche émérite à Sciences Po au Centre d'études européennes et bien sûr aussi au CNRS. Alors on va commencer par reprendre en quelque sorte le large et nous intéresser aux expériences qu'ont connues des pays où des partis d'extrême droite sont au pouvoir ou ont été au pouvoir seuls ou en coalition. Le plus souvent d'ailleurs c'est quand même en coalition et c'est intéressant de voir comment ils se comportent en tant que partenaires. Et c'est toi, Marc, qui va nous présenter le cas italien pour commencer, sachant, je le dis tout de suite, que vous êtes invité, vous qui vous êtes connecté à ce webinaire, à déposer vos questions, à poser vos questions tout simplement, dans la boîte qui a été ouverte à cet effet, de manière à ce qu'on garde le temps qu'il faut à la fin, une demi-heure avant la fin si possible, pour y répondre. Mais c'est d'abord Marc qui va parler, puis Sarah et Nona. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Christophe pour cette invitation. Je vais donc parler dans le temps limité que Christophe nous a demandé de respecter d'une dizaine de minutes pour parler donc du cas de l'Italie. Cela fait maintenant 3 ans, quasiment jour pour jour, que Giorgia Meloni, la présidente du Conseil, mais aussi la présidente du parti Fratelli d'Italia, Frères d'Italie, est au pouvoir dans un gouvernement, tu l'as évoqué Christophe, c'est important, de coalition. Je rappelle qu'aux élections de septembre 2022, son parti avait obtenu 26% des voix et la Ligue de Matteo Salvini, qui est encore plus à droite que Frères d'Italie, et le parti plutôt de centre-droit Forza Italia avait obtenu à peu près 8,5%. J'insiste sur ce point, sur ces rapports de force électoraux, d'abord pour dire une chose, clarifier avant de voir ce qu'elle fait au pouvoir, c'est que très souvent à l'étranger, notamment en France, le raccourci médiatique, c'est de dire Giorgia Meloni a un soutien considérable de tous les Italiens. Alors attention, elle a effectivement une popularité élevée, mais quand vous regardez les blocs électoraux, y compris dans les intentions de vote en cas d'élection anticipée, c'est l'opposition qui aurait plus de voix, 48% contre 46%. Le seul problème, c'est que l'opposition est divisée, ce qui fait que Giorgia Meloni, elle, au contraire, est dans une coalition gouvernementale plutôt unie, même si Matteo Salvini régulièrement essaye d'exprimer une voix un peu discordante, mais la coalition tient. Donc, gardons-nous d'une Meloni mania qui est très très diffusée actuellement hors d'Italie, mais aussi en Italie du côté de ceux qui soutiennent Giorgia Meloni, et essayons de voir ce qu'elle fait. Alors, je pense que quand on regarde les principales réformes, les principales actions qu'elle a développées,
Je crois qu'il faut d'abord laisser de côté, mais on pourra peut-être y revenir dans la discussion, les questions économiques et sociales. Elles sont bien sûr fondamentales, mais globalement, il y aurait beaucoup de nuances à introduire par la suite. Elle est dans la continuité de ce qui avait été fait par le gouvernement précédent, celui de Mario Draghi, qui bénéficie notamment de fonds très importants qui ont été mis à disposition de l'Italie, premier bénéficiaire dans l'Union européenne de ce qu'on appelle le Next Generation EU. Donc je laisse de côté, en tout cas pour cette première intervention, les questions économiques et je prends les questions sur lesquelles on attendait Giorgia Meloni, bien sûr, étant donné son parcours politique, son histoire, liée entre autres au néofascisme italien auquel elle a adhéré très jeune, le mouvement social italien, plus exactement l'organisation de jeunesse du mouvement social italien, puisque cette femme a une longue carrière politique. Alors, premier aspect, est-ce qu'elle a changé les institutions? La réponse est claire pour le moment, non. Elle a un projet qui était un projet de réforme institutionnelle, qui était un projet historique du mouvement social italien, justement, une réforme allant vers une élection du président de la République au suffrage universel, modèle 5e République. Elle y a renoncé très vite, elle a dans les cartons un projet qu'on appelle en italien de premierato, c'est-à-dire de renforcer le pouvoir du président du Conseil des ministres avec une élection au suffrage universel. Pour le moment, cette réforme a suscité beaucoup de controverses en Italie. Pour le moment, cette réforme est mise au placard pour différentes raisons. Deuxième réforme très importante sur laquelle on l'attendait, la question de la justice. Ça, elle l'a fait passer. Ça vient, pardon, ça vient de passer à la fois à la Chambre des députés et au Sénat, selon les procédures parlementaires classiques. Elle sera soumise à référendum, un référendum qui va se dérouler au printemps prochain. Cette réforme de la justice a suscité des controverses. C'est assez compliqué comme question parce que d'un côté, la réforme de la justice vise à séparer les carrières des juges, exactement sur le modèle qui existe en France. Et donc, c'est un élément d'ailleurs de l'argumentaire de ceux qui soutiennent cette réforme. En quoi atteint-elle les libertés puisque dans d'autres pays, il y a une séparation des carrières? La controverse et la polémique se cristallisent sur la question de la représentation des magistrats. Et donc, en tout cas, elle n'est pas passée en force là-dessus. J'insiste sur ce point parce qu'évidemment, on a en tête les notions de démocratie illibérale. Il y aura un référendum. Pour le moment, les intentions de vote donnent un oui majoritaire et on verra ce que ça donnera. Et j'ajoute surtout un élément important, c'est que cette réforme de la justice est condamnée par l'opposition, mais attention, dans l'opposition, un certain nombre de voix, et pas n'importe lesquelles, au sein du Parti démocrate, des personnalités politiques importantes de gauche, des constitutionnalistes marqués à gauche, approuvent cette réforme. J'insiste vraiment sur ce deuxième point. Troisième élément sur lequel on attendait bien sûr Giorgia Meloni, c'est la question de l'immigration. Et là, c'est un élément sur lequel il faut dire quelques points, c'est-à-dire que sur l'immigration, Giorgia Meloni a une politique à double détente. Premier élément, c'est une politique très dure contre l'immigration clandestine, avec une série de dispositions visant à réduire en particulier l'activité des organisations non gouvernementales, à limiter la possibilité d'accueil des immigrés qui arrivent dans des conditions dramatiques que l'on connaît en traversant la Méditerranée pour leur donner le statut de réfugié ou pour leur donner la possibilité d'avoir un droit d'asile, et puis en adoptant aussi des mesures d'accords de gouvernementaux avec les pays comme la Tunisie, la Libye et l'Égypte, par lesquels passaient ces migrants. Et ces accords, notamment, portent sur deux choses. D'une part, des sommes d'argent données à l'Italie à ces pays, et d'autre part, l'organisation de camps de détention des migrants qui ont été dénoncés par les différentes organisations non gouvernementales et par des organisations internationales pour la très mauvaise condition dans lesquelles sont justement parquées les populations de migrants. Mais l'autre volet de la politique est sur ce premier point, elle communique considérablement en faisant valoir qu'elle a diminué le flux de migrants. Ça n'a pas été vrai en 2023, ça l'a été en 2024. Pour les premiers chiffres qu'on a en 2025, on voit qu'il y a une légère remontée de l'arrivée des flux de migrants qui du coup sont partis du côté de l'Espagne et de la Grèce. Et l'autre aspect de la politique migratoire, c'est une toute autre politique, c'est l'organisation d'une immigration légale et choisie.
légale, c'est-à-dire qu'elle a fait passer deux décrets. Un premier décret avec l'arrivée de près de 400 000 immigrants qui ont le droit donc de venir travailler en Italie, une partie d'entre eux pour des contrats à durée indéterminée, pour d'autres parties pour du travail saisonnier. Et puis, le deuxième décret qu'elle a fait passer en 2025, pour la période 2025-2028, c'est près de 500 000 immigrés qui vont arriver pour travailler. Pourquoi cette politique? Parce que l'Italie connaît un déclin démographique considérable et que le patronat, organisé dans la Confindustria, réclame à corps et à cri de la main-d'œuvre. Avantage de cette main-d'œuvre, je mets avantage entre guillemets, c'est que comme en Italie, il n'y a pas de salaire minimum, ces travailleurs peuvent être embauchés à des salaires défiant, si j'ose dire, toute concurrence par rapport à la main-d'œuvre nationale. Cette immigration légale est une immigration choisie parce qu'elle vient de pays qui ont passé des accords, ou plus exactement avec lesquels l'Italie a passé des accords. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que cette politique migratoire de Giorgia Meloni, à mon sens, n'est plus italo-italienne. Elle devient une politique européenne. Elle a été soutenue par le Premier ministre britannique, alors il n'est pas dans l'Union européenne, mais beaucoup d'autres pays européens, notamment au Danemark, considèrent que ce que fait Giorgia Meloni est un exemple à suivre et une partie du Parti populaire européen au Parlement de Strasbourg et de Bruxelles approuve la politique migratoire. Même chose à propos de la question du pacte vert que Giorgia Meloni remet en cause, notamment l'échéance de 2035 sur la fin des voitures à essence, la fabrication de ces voitures. Évidemment, elle défend l'industrie automobile italienne, mais aussi les millions enfin les centaines de milliers de petites entreprises du nord de l'Italie qui travaillent pour l'industrie allemande. Et sur ce sujet, elle bénéficie du soutien du gouvernement allemand et puis, comme nous le savons tous, de plus en plus d'une remise en cause du pacte vert. Dernier aspect pour rester dans le temps, cher Christophe, c'est deux points. D'une part, la question de la sécurité, qui est sans doute le point sur lequel Giorgia Meloni suscite le plus d'interrogations, c'est-à-dire qu'elle a fait passer une loi qui a donc été acceptée par le président de la République, même s'il a modifié beaucoup d'aspects de cette loi, qui potentiellement, je dis bien potentiellement, peut réduire considérablement les possibilités de manifestations ou d'organisation de rassemblements divers et variés avec des sanctions particulièrement lourdes. Pour le moment, à ma connaissance, elle n'a pas été appliquée, mais là, il y a un véritable sujet de préoccupation pour l'organisation des libertés de manifester. Enfin, dernier point, et ça, moi, c'est le point sur lequel j'insiste plus, c'est la bataille culturelle qu'elle a engagée. Ce qu'elle appelle la nécessité de détruire l'hégémonie culturelle de la gauche, le wokisme, la théorie du genre, etc. Ça se traduit d'une part par le contrôle total de toute la télévision publique italienne, à de rares exceptions près. Attention, il y a encore quelques îlots d'autonomie. Télévision publique, radio publique, d'autant plus que la télévision privée, c'est celle de Silvio Berlusconi, décédé, mais donc de la famille Berlusconi, qui donc est plutôt favorable au gouvernement. Et puis, c'est tout ce qui est mis en place, notamment dans une réforme qui est en train d'être discutée de l'école, avec un recentrage sur la dimension nationale, à la fois sur les humanités, donc le latin, le grec, on ne peut qu'approuver cette mesure, et de l'autre côté, un recentrage sur l'exaltation de la nation, notamment dans les programmes d'histoire. Et comme on sait, dans tout pays dont on a un peu de connaissances, en Pologne, en Hongrie, la question de l'histoire et de l'apprentissage de l'histoire apparaît comme fondamentale. Et dans cette bataille culturelle, et je termine là-dessus, Christophe, il y a aussi des mesures incontestables d'intimidation des journalistes d'opposition. Alors, ils ne sont pas censurés, ils ne sont pas, voilà, ils sont pas mis en prison, mais à chaque fois qu'il y a des articles un peu très critiques contre le gouvernement, il y a une tendance à engager des poursuites judiciaires pour essayer de pénaliser les journaux d'opposition. Donc voilà le bilan qu'on peut dresser de ces 3 premières années de Giorgia Meloni en espérant, oui, j'ai atteint mes 10 minutes, donc je m'arrête là, Christophe. Merci, merci beaucoup Marc pour cette présentation à la fois très nuancée et très complète. Tu as déjà lancé des pistes comparatives hein, en nous disant que certaines de ces mesures trouvaient un écho ailleurs en Europe. Eh bien, nous allons poursuivre la comparaison et passer de l'Europe du Sud à l'Europe du Nord avec Sarah qui va nous présenter un cas d'une grande actualité électorale puisque les Pays-Bas viennent de voter et vous allez Oui, aussi nous dire, Sarah, pour quel résultat. oui. Donc, merci pour cette invitation. Et, je commence par observer que le cas néerlandais
est très différent du cas italien. Et ça a beaucoup à faire avec le système électoral très proportionnel qui produit un système de partis très fragmenté et qui nécessite un système de coalition où il y a besoin que au moins trois ou quatre partis participent ensemble. Donc ça, c'est le contexte dans lequel l'extrême droite a gouverné ces dernières années. Et peut-être tout d'abord un peu de contexte qui est très important. Donc l'extrême droite n'a fait son apparition qu'en 2002 aux Pays-Bas avec l'élection de la liste Pim Fortuyn. Et c'est un parti qui est immédiatement entré au Parlement avec 17 pour cent des voix et a pris le pouvoir. Donc, on avait une situation d'une extrême droite qui a arrivé très tardive, mais qui a pris une place très importante dès la première élection. Et en plus, depuis 2002, les partis d'extrême droite se sont succédés à un rythme très rapide. Donc, avec la percée du Parti pour la liberté de Geert Wilders en 2006, du Forum pour la démocratie de Thierry Baudet en 2017, et après aussi l'entrée de Ja21 ou Oui21 en 2021. Et ces partis ont gagné plus en plus de soutien. Et à l'heure actuelle, donc cette semaine, les prévisions indiquent que les trois partis d'extrême droite représentés au Parlement ont remporté 28% des votes dans les élections, ce qui est un nombre plus élevé qu'en 2023. Donc, il y a encore une élection où l'extrême droite a plus de succès qu'auparavant. Et grâce à son succès électoral, l'extrême droite néerlandaise a réussi à gouverner à trois reprises, donc en 2002, lorsque la liste Pim Fortuyn a participé à un gouvernement dirigé par les chrétiens démocrates. En 2010, lorsque le Parti pour la liberté a soutenu un gouvernement minoritaire dirigé par les conservateurs libéraux. Et en 2023, lorsque ce même parti est devenu le plus grand au Parlement et a participé à une coalition quadripartite dirigée par un Premier ministre sans affiliation politique. Donc, on a eu trois gouvernements, mais trois gouvernements très différents dans le caractère politique. Mais quand même, il y a quelques caractéristiques très importantes que ces trois gouvernements ont eu en commun. Donc, d'abord, elles ont été formées après une victoire électorale de l'extrême droite, à un moment où le centre droit pouvait obtenir la majorité en coopérant avec l'extrême droite et aussi un moment où il y avait beaucoup de pression de l'opinion publique pour inclure l'extrême droite. En outre, ces trois coalitions ont eu une durée de vie très courte comparée aux moyens aux Pays-Bas, mais aussi comparée aux longues vités de ce type de gouvernement au niveau européen. Donc, la première coalition avec la liste Pim Fortuyn n'a servi que 87 jours. C'est un des gouvernements le plus court de plus courte durée en Europe. Euh, la coalition qui a soutenu le gouvernement minoritaire de Mark Rutte n'a suivi que un an et demi. Et le dernier gouvernement, moins d'un an. Donc, ce sont trois coalitions de très courte durée qui ont été caractérisées également par des conflits internes
par une instabilité prononcée et aussi des ministres de la droite extrême peu performants. Donc, des coalitions qui ont été pas un succès dans plusieurs dimensions. Et ça explique aussi que ces trois coalitions n'ont pas changé beaucoup de législation dans des domaines qui ont été importants dans le cas italien. Donc, la question est bien sûr pourquoi leur expérience néerlandaise est tellement différente de l'expérience italienne et aussi si cette expérience pourrait se reproduire en France. Et je pense que c'est important de prendre en considération que le caractère de l'extrême droite aux Pays-Bas est vraiment unique. Donc, contrairement à l'Italie et aux Pays-Bas, ce sont des partis d'extrême droite qui sont caractérisés par un très faible développement de leurs organisations. Donc, dans le cas de la liste Pim Fortuyn, cela s'explique par le fait que le parti a été fondé peu avant les élections de 2002 et qu'il n'a jamais pu se développer en parti politique à part entière, bien sûr en raison de l'assassinat de son leader Pim Fortuyn quelques jours avant l'élection. Donc, c'est clair que ce n'avait pas de membres et d'une structure décisionnelle qui fonctionnait. Et il n'y avait aussi pas une structure institutionnalisée où tous les participants aussi au gouvernement avaient la même idée que se représenter le parti en termes d'idéologie. Euh, Dans le cas du Parti de la Liberté de Geert Wilders, lui, il a choisi de ne pas admettre des membres dans son parti. Donc, c'est un parti à un homme seul. Et même ses représentants au Parlement ne sont pas des membres du parti. Et en plus, décidé de ne pas participer que très rarement aux élections locales et en conséquence, son parti n'a aucune expérience avec la gestion au niveau local ou régional. Donc, son parti ne dispose pas de personnel politique qui a d'expérience nécessaire pour occuper des fonctions. Et lors de la formation du dernier gouvernement aux Pays-Bas, Wilders a dû recruter plusieurs ministres en dehors de son parti. Et c'est pas un grand surpris que ces ministres se sont également révélés incapables de diriger un département ministériel, d'élaborer une législation qui soit pas contraire Sarah, à l'état de cette législation par le Parlement. Sarah, votre connexion n'est pas très bonne. Peut-être que vous pourriez essayer de couper la vidéo et la bande passante serait Oui, plus... bien sûr. voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer que le parti de Geert Wilders n'avait pas de personnel pour occuper les postes ministériaux dans le dernier gouvernement. C'était des ministres qui n'étaient pas capables de diriger un département ministériel, qui n'étaient pas capables de produire de législation qui ne soit pas contraire à l'état de droit ou à la Constitution, et de faire adopter cette législation par le Parlement parce qu'ils n'étaient pas capables de faire des compromis avec des autres partis. Et il est très frappant que deux des ministres qui sont parvenus à faire mieux, ce sont les deux ministres qui ont quitté la partie
directement après la chute du gouvernement. Donc, ils sont partis parce qu'ils trouvaient que le PVV n'était pas un parti responsable. Donc, il n'est sans doute pas surprenant que l'influence politique des trois gouvernements de l'extrême droite aux Pays-Bas soit restée très limitée en raison de cette problématique d'organisation. Euh, et aucun de ces trois cabinets a procédé à une réforme législative majeure, même dans des domaines politiques importants comme l'immigration. Néanmoins, l'impact plus large de ces trois gouvernements sur la politique néerlandaise ne doit pas être sous-estimé parce que la participation au gouvernement de la droite radicale a conduit à sa normalisation et aussi à l'assouplissement des normes constitutionnelles. Donc, notamment, le Parti conservateur libéral VVD s'est considérablement rapproché à la droite radicale ces dernières années et surtout pendant le dernier gouvernement avec le PVV. Et il a soutenu au sein du gouvernement des mesures contraires à l'état de droite. Et ça, c'est un processus qui continue même si le PVV a actuellement quitté le gouvernement. Donc, ce ne sont pas les partis de l'extrême droite qui sont le problème majeur, c'est l'effet qu'ils ont sur les partis dites mainstream euh, qui réagissent face au succès électoral, notamment du PVV. Voilà. Donc, Merci j'ai beaucoup. essayé en français Mais on a de tout à vous fait expliquer suivi. le cas néerlandais. On a tout à fait suivi, Sarah. Seulement, la connexion n'était pas très bonne et si vous pouvez l'améliorer pour la suite du webinaire, ce serait très bien. La conclusion par laquelle vous finissez est des plus importantes, à savoir que même si on a eu des phases finalement très limitées de participation de l'extrême droite au pouvoir, cette extrême droite, elle a exercé une influence importante sur la droite tout court et sur le fait que finalement, elle a poussé à une droitisation de ce que vous appelez les partis mainstream. C'est cela qui nous intéresse aussi. C'est pas seulement les politiques publiques, c'est pas seulement les réformes, c'est aussi l'effet sur le système des partis, sur le jeu politique. Et donc, vous nous apportez là une contribution très précieuse et qui va nous permettre d'éclairer aussi le cas français dont Nona va maintenant traiter, puisque nous avons deux points de comparaison et la situation française maintenant en ligne de mire. Merci, bonsoir. Je vais me livrer à un exercice un peu plus périlleux que celui de Marc Lazare et Sarah Delangue, puisque c'est un peu de la politique fiction, mais qui pourrait devenir réalité. Que ferait le RN s'il arrivait au pouvoir? Alors, je vais m'appuyer pas mal sur la proposition de loi constitutionnelle Citoyenneté, Identité, Immigration que le parti a déposée à l'Assemblée nationale le 25 janvier 2024 et qui reprend en partie la proposition de 2022. Je vous lis l'exposé des motifs parce que c'est important. L'organisation d'un référendum sur les questions essentielles de la maîtrise de l'immigration, la protection de la nationalité et de l'identité française et de la primauté du droit national. Il s'agit là d'une réforme en profondeur de la Constitution. Il s'agit d'abroger 18 articles, d'en introduire 7 nouveaux et de remettre en cause totalement le socle des droits fondamentaux allant de la Déclaration des droits de 1789 au préambule de la Constitution de 46 et à la CED de 1950. Je vous lis les trois titres parce que c'est important. On a là une vision très claire de ce qu'entend faire le Rassemblement national s'il arrive au pouvoir. Le premier titre, c'est la maîtrise de l'immigration et le durcissement du régime des étrangers en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la priorité nationale devient un principe constitutionnel invocable, priorité donc aux Français sur les étrangers pour ce qui est de l'accès au logement, accès aux emplois. Deux, le regroupement familial sera limité, voire interdit.
3, les prestations non assurantielles de solidarité, c'est-à-dire les allocations familiales, pourront être réservées aux nationaux ou soumises à des conditions particulières. 4, il y aura une restriction forte du droit d'asile. Et 5, toute personne qui aiderait à la circulation, au séjour, au travail de personnes en situation irrégulière serait sanctionnée pénalement. Le titre 2, c'est la protection de la nationalité et de l'identité française. Ça veut dire que le droit du sol pour acquérir la nationalité est supprimé. Cela veut dire aussi qu'il sera possible d'interdire les emplois aux binationaux dans des domaines, tout ça est écrit en toutes lettres, dans certaines administrations, entreprises publiques ou personnalités morales chargées de missions de service public. Et les 2 derniers points, c'est lutter contre le communautarisme et sauvegarder l'identité et le patrimoine historique, culturel, linguistique de la France. Et le titre 3 est peut-être le plus important. C'est la primauté de la Constitution et du droit national, faire un bouclier constitutionnel permettant d'écarter les engagements internationaux, les traités jugés incompatibles avec cette Constitution ainsi redéfinie. Et là encore, je pense qu'il faut citer ainsi les institutions de l'Union européenne ne pourront pas faire obstacle au droit inaliénable et souverain de la France de protéger son indépendance nationale et l'intégrité de son territoire, l'identité et la sécurité du peuple français dans le cadre de ses frontières, et sont nommément cités le contrôle des frontières, la prévention et la répression de l'immigration illégale et la lutte contre la traite des êtres humains. Et enfin, j'ai simplifié, hein, parce que c'est un gros document, il y a ce que certains juristes appellent une pilule empoisonnée, qui rendrait plus difficile le retour en arrière, en précisant que tout ce qui aurait été validé par un référendum ne pourrait être défait que par un référendum, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Il faut lire à ce sujet le livre de Pierre-Yves Boquet, ancien conseiller de François Hollande, qui s'appelle La Révolution nationale en 100 jours et comment l'empêcher, où il y a dedans une analyse précieuse de ce que ferait effectivement le RN quand il arrivait au pouvoir. Alors, ce n'est pas encore fait. Il n'aura pas nécessairement une majorité parlementaire. Ce que Marine Le Pen ou Jordan Bardella comptaient faire, c'est comme le général de Gaulle en 1962 et en 1969, recourir à l'article 11 pour réformer la Constitution, donc procéder à un référendum. En faisant fi de la condamnation de ce procédé, utiliser l'article 11 pour réviser la Constitution par le Conseil d'État, et à l'évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, depuis la réforme sur la durée du mandat présidentiel de 2000, s'arroge le droit de contrôler les actes préparatoires à un référendum, donc d'une certaine manière juger de la constitutionnalité du projet référendaire. Mais il y a débat. Et Éric Kerrouche, sénateur socialiste des Landes, propose, pour protéger la Constitution, il a déposé un projet de loi visant à clarifier la procédure de révision constitutionnelle en réponse justement aux intentions du Rassemblement national d'utiliser l'article 11. Alors, je n'ai pas regardé l'heure, donc il me reste encore quelques minutes. Je voudrais voir le reste, parce que là, c'est très clair, c'est la priorité nationale, c'est ce qu'on pourrait appeler l'instauration d'une xénophobie d'État. Le reste, le programme économique, il est volontairement flou, parce qu'il s'agit à la fois de séduire les patrons et les ouvriers, donc de faire un peu le grand écart, d'être jusqu'à tout récemment contre la réforme des retraites et contre la taxe Zuckman, les deux à la fois. Sur le plan, et être pour la privatisation. Sur le plan de l'environnement, là, la ligne, elle est très claire. C'est une ligne climato-sceptique. C'est le nucléaire, pas les éoliennes, c'est privilégier la voiture, etc. En termes de politique étrangère, cela veut dire qu'on aurait un virage pro-russe et pro-Trump, très clair. Et enfin, et là je vois beaucoup d'analogies avec le cas de Giorgia Meloni, c'est une politique sécuritaire répressive. Et là, on peut regarder la quinzaine de villes qui ont été conquises par le Rassemblement national, où on voit que ce qu'ils font le plus, c'est de renforcer les effectifs de la police municipale, c'est installer des caméras. Et Jordan Bardella, interrogé sur LCI le 2 novembre, déclarait qu'il souhaitait faire de la France le pays le plus répressif d'Europe à l'égard de la délinquance et de la criminalité. Dernier point, bien sûr, museler les contre-pouvoirs, les médias, la justice, la société civile, notamment, et on l'a vu au niveau des villes gérées par le RN, couper les subventions aux associations qui ne sont pas sur la même ligne.
Donc voilà, ce qui, rapidement ébauché, serait ce que le RN ferait s'il arrivait au pouvoir. Merci beaucoup, Nona, d'avoir ainsi brossé, comme tu le disais d'emblée, ce qui n'est encore qu'une hypothèse, mais euh, crédible néanmoins, étant donné ce que nous disent les sondages. Euh, Maintenant que nous avons fait ce tour d'horizon, enfin fait ce tour des trois études de cas du jour, euh, qui sont effectivement comparables, hein, je voudrais vous demander si on peut les voir travailler ensemble. À savoir, tu l'as dit, Nona, il y a une dimension européenne dans tout cela qui est quand même assez incontournable. Notamment pour les questions d'immigration ou autres, il y a un cadre européen qui est difficilement contournable, en tout cas entièrement. Alors, du coup, pour s'émanciper de cette contrainte, il faudrait que ces partis réussissent aussi à faire valoir une forme d'unité au sein même de l'Union européenne. Et là, je voudrais qu'on refasse peut-être le tour de table pour voir comment ces Mm. partis se coordonnent à l'échelle européenne, communiquent, échangent même peut-être des idées, des bonnes pratiques, hein. Quel est finalement, au niveau européen, on ne va pas aller au-delà, mais au niveau européen déjà, ce qu'on pourrait appeler une internationale de l'extrême droite? Marc, est-ce que tu veux bien reprendre le Oui. flambeau sur ce Bah, point? merci pour cette question. Juste avant, je dirais par rapport à ce que vient de dire Nona qu'une des grandes différences, me semble-t-il, entre l'Italie et la France en cas, bien sûr, d'accession au pouvoir du Rassemblement national, et j'ajouterais, Nona, si jamais le candidat ou la candidate élue à la présidence de la République avait une majorité absolue, c'est qu'évidemment, les institutions de la Ve République donnent un pouvoir absolument considérable à ceux qui détiennent le pouvoir, alors qu'en Italie, pour le moment, évidemment, bah, la démocratie parlementaire, bien qu'elle soit de moins en moins sollicitée, mais ça avait déjà commencé avant Mélanie, mais surtout l'existence de la présidence de la République qu'on néglige beaucoup trop en France, qui en appelle au respect de la Constitution. C'est en plus un professeur de droit constitutionnel, un homme politique qui a une longue expérience, fait que Giorgia Meloni est obligée de prendre en considération justement ses limites, d'autant plus que le président de la République est en fait la personnalité la plus soutenue par les Italiens, beaucoup plus populaire encore que Giorgia Meloni, parce que précisément c'est la figure de l'unité nationale et de la modération. Alors, pour répondre à ta question, il faut bien comprendre que du point de vue organisationnel, la Ligue de Matteo Salvini est liée au Rassemblement national et Oui. donc et siège dans le même groupe au Parlement européen, donc dans le groupe des Patriotes. Et à cet égard, ils ont beaucoup de points de convergence, notamment, tu l'as dit, Nona, sur la question de la guerre en Ukraine, par exemple. Ils sont très pro-russes et Salvini est aussi pro-Trump, même si, d'après moi, du côté du Règne, il y a une petite, enfin bon, une petite réticence par rapport à la politique américaine, me semble-t-il, à cause des droits de douane, mais Oui, et puis de oui, leur volonté de sortir de l'OTAN, mais Nona est bien plus compétente que moi sur ce oui. sujet. Donc, la Ligue, c'est une chose. Fratelli d'Italia, donc le parti de Giorgia Meloni, est un parti qui, comme l'a rappelé Sarah, a une longue expérience organisationnelle. C'est un élément important parce que c'est toute l'expérience du mouvement social italien. N'est pas dans le même groupe des patriotes, il est dans le groupe des conservateurs et réformistes européens. Ça, c'est un point de différence important par rapport à l'Union européenne. C'est-à-dire que la politique Giorgia Meloni, avant d'arriver au pouvoir, mais elle avait déjà changé un peu avant, ne veut pas sortir de l'Union européenne, ne veut pas une rupture avec l'Union européenne. Ce qu'elle veut, c'est travailler au Oui. cœur des institutions européennes pour modifier les orientations de la politique européenne. Et je dis déjà, elle a gagné sur deux sujets, l'immigration et le pacte vert, parce qu'elle veut un lien avec le PPE, avec le Parti populaire européen. Elle veut, eh bien, elle le dit explicitement, elle veut dissocier le Parti populaire européen de ceux qui l'ont porté pour la deuxième fois la présidence de la Commission, c'est-à-dire du Parti socialiste européen et des libéraux. C'est clair et net. Et tout ça
avec une idée qui n'a pas changé dans sa tête. C'est pour ça que quand j'entends dans les médias français qu'elle est devenue une pro-européenne, elle est pro-européenne à sa façon. C'est-à-dire alors, comme elle est intelligente, elle fait référence à De Gaulle, l'Europe des nations, l'Europe des peuples, l'Europe des patries. Mais c'est bien ça, c'est une tentative de redonner plus d'espace à la souveraineté nationale, mais au cœur de l'Europe. Et c'est surtout pas quitter l'Europe pour deux raisons. D'une part, parce que la majorité des Italiens, malgré les critiques qu'elle peut adresser, cette majorité à l'Union européenne, dépend de l'Europe. Et d'autre part, parce qu'il y a, en tout cas pour le moment, cette abondance d'argent venue de l'Union européenne, ce qu'on appelle le plan national de relance et de résilience en Italie. C'est plus de 194 milliards d'euros, hein, donc s'en priver serait vraiment très problématique, alors que les prévisions économiques sont pas du tout souriantes pour l'Italie, une croissance en berne, un recul de la production industrielle, une immense inquiétude du côté des organisations patronales et bien sûr des syndicats. La deuxième différence, c'est justement sur l'Ukraine. C'est-à-dire que Giorgia Meloni a continué la politique de Mario Draghi en faveur d'un engagement du côté de l'Ukraine contre la Russie, contre la Ligue, qui est absolument hostile à cela, contre le mouvement 5 étoiles qui est à l'opposition et contre une grande partie du Parti démocrate qui est à l'opposition et contre son opinion qui est largement pacifiste et contre les intérêts des chefs d'entreprise qui n'aspirent qu'à une chose, la paix au plus vite pour relancer le business avec l'Ukraine et avec la Russie. Je vous rappelle que l'Italie est la deuxième puissance industrielle de l'Union européenne, derrière l'Allemagne, mais très très loin devant la France. Ça veut dire que de ce point de vue-là, travailler ensemble, le parti avec lequel elle est plus proche, c'est à la fois Reconquête et c'est surtout maintenant, mais elle ne représente pour le moment qu'elle, mais ça je parle sous le contrôle de Nona, Marion Maréchal, pour lequel justement Giorgia Meloni a fait un grand discours dans une vidéo en français qui a eu beaucoup de succès parce que c'est aussi la force de Giorgia Meloni. Elle parle parfaitement anglais, espagnol et français. Oui. Et donc, elle communique directement aussi avec d'autres opinions publiques. Je termine sur une chose en revanche, c'est que Giorgia Meloni pourrait inspirer le Rassemblement national, malgré les divergences qui existent entre le Rassemblement national et Fratelli d'Italia, y compris, d'après moi, la compétition entre Marine Le Pen et Giorgia Meloni comme leader européenne. Bon, Oui. le point d'inspiration, c'est la polarisation en ce moment que fait Giorgia Meloni. C'est-à-dire que elle a deux visages. D'un côté, celui de la responsable qui apparaît Ouais. comme crédible, grande chef d'État. Je vous rappelle qu'en un an, j'avais calculé qu'elle avait fait 37 voyages à l'international, sans compter les allers-retours entre Rome et Bruxelles, pour affirmer sa crédibilité et pour insister sur l'Italie est de retour. Make Italy Great Again pourrait être le slogan de Giorgia Meloni. C'est un élément très important. Elle joue beaucoup sur cette dimension nationale, qui est un élément fort de son emprise et de son entreprise culturelle. Mais depuis quelque temps, elle est, parce qu'il y a des perspectives électorales, notamment locales et régionales, mais aussi pour conforter son électorat, elle est dans une polarisation très violente à l'égard de l'opposition. Après l'assassinat de Charlie Kirk, aux États-Unis, elle en a fait un martyr, alors que tous les Italiens ignoraient complètement ce personnage. Elle a expliqué que la gauche est responsable depuis toute l'histoire de l'Italie, de toutes les violences, du terrorisme, etc. Ce qui est une manière et ça c'est un élément important, je pense que c'est présent aussi dans le projet du RN, c'est faire une révision de l'histoire de France. Comme elle fait une révision de l'histoire italienne, c'est-à-dire non, les années de plomb, c'est uniquement l'extrême gauche et c'est pas l'extrême droite qui posait des bombes dans les lieux publics. Et donc, il y a une polarisation très, très dure actuellement contre l'opposition, criminalisant l'opposition, l'accusant de tout, et notamment à l'occasion des manifestations en faveur de la cause palestinienne. Elle a été, de ce point de vue-là, très, très dure. Donc, je pense que ça pourrait être là une source, si j'ose dire, d'inspiration du côté du Rassemblement national en cas de victoire, diaboliser l'adversaire qui deviendrait un ennemi, notamment si, on fait toujours de la politique fiction, Nona, si le RN arrive au pouvoir, on peut s'attendre à des protestations, à des manifestations de rue, etc. Et dans ce cas-là, je pense que la polarisation serait très, très forte du côté du RN. Merci Marc. Ce détour par l'Europe, il est essentiel pour répondre à la question du jour, car bien des réformes évoquées par Nona ne seraient véritablement possibles que si l'hypothèque européenne était levée ou assouplie. Donc on continue ce tour de table et Sarah, si vous êtes encore
parmi nous. On ne vous voit plus, mais Oui, voilà, oui, bien sûr. c'est parfait. Dites-nous, l'extrême droite hollandaise, en quelques mots, avec qui travaillerait-elle et dans quelle direction à Oui, l'échelle donc européenne? à l'échelle européenne, le parti de Geert Wilders est dans le groupe Patriote, donc avec le Rassemblement national et avec la Lega. Et ça, c'est un groupe qui collabore très souvent aussi sur la stratégie. Donc, moi-même, j'ai assisté à des événements au début des années 2000 où ces partis se réunissent pour discuter sur l'expérience de l'Autriche. Donc, la participation au gouvernement du FPE en 2000, ce qui était un échec, bien sûr. Et là, il y avait beaucoup d'échanges sur ce qu'il fallait pas faire au gouvernement. Et j'ai l'impression que cet échange continue aussi aujourd'hui au sein du groupe Patriote. Par exemple, les ministres de Geert Wilders ont appris beaucoup de Salvini, qui était bien sûr ministre de l'Intérieur en Italie. Euh, Surtout sur ce qui concerne la politique symbolique. Donc, de prendre des mesures qui ne coûtent rien, mais qui ont une valeur importante pour l'électorat. Donc, ces partis continuent dans le groupe, mais je ne sais pas si ça fonctionne aussi en dehors de ce groupe, parce que les autres partis aux Pays-Bas, donc Forum voor Democratie et JA21, sont liés au groupe de Mélanie. Puis, en ce qui concerne l'influence au niveau de l'Union européenne, j'estime que là, c'est important de se rappeler que Geert Wilders a dû rester au Parlement. Il n'a pas pris de position dans le gouvernement. Donc, l'influence du PVV au niveau européen était très faible. Et j'ai aussi l'impression que Geert Wilders, qui au début était vraiment le moteur de la coopération européenne avec Marine Le Pen, donc en 2014 par exemple, qu'il a laissé le Parlement européen à côté pour se concentrer beaucoup plus aux Pays-Bas. Aussi parce qu'il y a des différences importantes en ce qui concerne, par exemple, la position vis-à-vis de la Russie. Mm. À cause de l'attentat au vol MH17, c'est pas très facile de supporter la Russie aux Pays-Bas. Et donc, Geert Wilders a une position qui est beaucoup plus proche de Meloni que du Rassemblement national. Mm. Merci beaucoup, Sarah, de ce tour d'horizon qui nous aide à voir effectivement avec qui les extrêmes droites européennes peuvent travailler au sein de l'Union européenne. Je te repose cette question, Nona. Qui le RN verrait-il comme partenaire pour faire bouger les lignes à l'échelle européenne? C'est compliqué parce que j'aurais tendance à dire qu'il faut aller au-delà des cas de ces trois partis, enfin de ces trois, et de voir l'ensemble du paysage de l'extrême droite au Parlement européen. Elle est quand même extraordinairement divisée. Ce n'est pas un hasard si on a trois blocs aujourd'hui qui sont quand même un petit peu en concurrence et on voit bien pourquoi, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. On a le premier bloc, effectivement, dans lequel il y a à la fois le parti de Marine Le Pen, enfin, et Jordan Bardella, le parti de Geert Wilders et le parti de la Lega. Ça, c'est le gros paquet, puisqu'ils sont 85, je crois, aujourd'hui, patriotes pour l'Europe, avec la Hongrie. Donc ça, c'est un gros paquet, un gros mastodonte. Mais on a quand même le groupe des conservateurs et réformistes avec, justement, Meloni et avec, d'ailleurs, Marion Maréchal. Et puis, on a le troisième groupe, ne pas oublier, avec l'AfD,
qui est celui de l'Europe des souverainistes. Hein. Là, ils sont 25. Donc, ce n'est pas un hasard. Si, où là, on retrouve d'ailleurs Sarah Knafo de Reconquête. Donc, on a un paysage assez diversifié et il y a quand même des lignes de partage. D'abord, sur le côté du libéralisme économique. Marine Le Pen, en tout cas, Jordan Bardella, c'est peut-être un peu différent. Et donc, il faudra poser la question de est-ce que ça sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Mais elle est considérée comme une gauchiste par une bonne partie des membres de ces droites, beaucoup trop sociale, beaucoup trop tournée vers la conquête des ouvriers et des employés. Sur le problème des mœurs, du genre, de la sexualité et de la religion, il y a une différence énorme entre Giorgia Meloni et Marine Le Pen. Elles ne sont vraiment pas sur la même ligne. Marine Le Pen, c'est laïcité d'abord, utilisée comme une arme contre l'islam, mais elle n'est pas du tout sur la ligne. Elle ne se définira pas par moi, je suis catholique. Non, elle dira moi, je suis laïque. Donc déjà, et même sur les droits des femmes, Marine Le Pen est infiniment moins conservatrice, je dirais, que Giorgia Meloni. Là, il y a un point de désaccord avec d'ailleurs d'autres droites dans les pays post-communistes sur il n'y a pas le même conservatisme moral au Rassemblement national. Donc ça, c'est un autre sujet qui fâche. Et puis, ça a déjà été évoqué sur la Russie. C'est un sujet qui fâche. Et du coup, bien sûr, si on prend l'ensemble des extrêmes droites, on arrive, je crois, aujourd'hui à 25% au Parlement européen. Mais c'est un bloc qui peut s'unir momentanément au coup par coup contre pour bloquer des lois sur l'immigration ou sur l'environnement, mais pas nécessairement facile d'aller plus loin. Ceci dit, c'est en même temps plus compliqué. Je pense à un travail qu'a fait Estelle Delaine, qui a fait sa thèse sur le FN et le RN au Parlement européen. Et comme elle montre bien, elle fait là plutôt un travail ethnographique, comment des affinités se créent, des relations s'établissent, comment progressivement, même le Rassemblement national est devenu un peu un insider au Parlement européen. Donc, demain peut-être, ça se fera. Enfin, on a l'hypothèque, on ne sait pas du tout comment ça va se passer avec Jordan Bardella. Est-ce qu'il sera plus présent au Parlement européen? Le seul coup d'éclat qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'il a réussi à convaincre les élus LR de voter avec lui une motion de censure contre Ursula von der Leyen. Bon, voilà une preuve d'influence, mais à ce moment-là, sur le reste de la droite, mais entre eux, ils restent quand même, moi ça me frappe, très divisés. Oui, c'est un point vraiment très important. Merci d'y avoir consacré le temps qu'il fallait, sachant que le plus petit commun dénominateur qui les réunirait sans doute, c'est cette idée d'Europe des nations qui, là, pour le coup, pourrait aussi attirer à droite. Ouais. Et si il fallait faire lever les hypothèques qui pèsent sur le programme que tu as décrit, Donna, en changeant les règles du jeu à l'échelle européenne, c'est peut-être là que l'union serait possible entre eux et au-delà des extrêmes droites, une partie de la droite pourrait s'y rallier. Là, on est encore dans la politique fiction, mais c'est ce dont il est question aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nous spéculons. Ça fait partie du métier aussi que de chercher à prévoir ce que les tendances politiques donnent concrètement. Et cela suscite beaucoup de questions. Nous arrivons à l'heure des questions, puisqu'il est 18 heures. Et on a déjà dans le chat 7 questions qui sont venues. Alors, la première s'adresse à toi, Nona, justement. Comment le RN peut être sûr que le référendum citoyen pour le changement de constitution aille dans son sens et non pas vers une sixième république qui prendrait l'allure de celle demandée par la gauche? Alors là, bien sûr, tout dépend de la question posée. Mais je te laisse expliquer justement combien la formulation de la question importe dans une affaire comme le référendum à la française. Absolument, mais ça serait, si on regarde les textes, le texte présenté par le RN, c'est effectivement un texte mettant au cœur de la Constitution la priorité nationale, hein, et c'est paré des atouts de défendre la grandeur, la souveraineté de la France. Effectivement, rien ne permet de dire aujourd'hui qu'il gagnerait le référendum. On sait très bien que tout dépend de quel sera le contexte politique au moment du référendum et quelle sera la dynamique électorale du Rassemblement national. Pour l'instant,
il y a une vraie dynamique électorale du Rassemblement national. Mais il ne faut pas exagérer. De même, tu parlais, Marc, qu'il ne faut pas exagérer l'influence de Giorgia Meloni. Ben, là, on est si on prend les sondages d'intention de vote qui ne valent que comme des tests de popularité dans l'instant, mais on est aux alentours de 33% dans des intentions de vote pour les législatives, entre 34 et 37% des intentions de vote pour les candidats ou candidates de ce parti pour une présidentielle. Ça ne nous permet absolument pas de dire qu'il y aura une dynamique, un raz-de-marée pro-RN dans le pays. Et si je prends ce qui est quand même au cœur de leur projet, c'est-à-dire la priorité nationale, nous on pose cette question assez régulièrement dans le sondage annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et il n'y a pas une majorité de Français, il y a une minorité de Françaises et de Français ou enfin de la population d'ailleurs, parce qu'on inclut les étrangers dans l'échantillon de la CNCDH, qui est en faveur de réserver les emplois, les aides sociales et le logement aux Français à qualité égale sur un étranger. Donc, le RN ne devrait pas crier victoire trop tôt. Merci Nona. On va alterner les questions. La plupart des questions te sont adressées bien naturellement, Nona, mais on va faire en sorte que tout le monde puisse participer. Et donc la question suivante, je la pose à Marc. Elle porte sur la France et l'Italie, mais il connaît la France et l'Italie, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Les politiques menées par les gouvernements d'extrême droite ne sont-elles pas similaires aux politiques néolibérales menées par Macron ou Draghi, notamment sur le plan socio-économique? Alors tu nous as tout de suite dit, quand tout à l'heure tu as fait ton premier exposé, que tu ne parlerais pas d'économie, mais voilà l'occasion de le faire. Et la question se poursuit sur le mode, ne serait-ce pas une forme de continuité avec les politiques néolibérales, peut-être avec plus d'autoritarisme Ouais. ça- bon. Alors, c'est effectivement une question souvent posée. Alors, sur le cas français, je crois que Nona l'a déjà dit, puis elle reprendra, mais elle a bien dit qu'il y a une tension au sein du Rassemblement national entre une politique, justement, entre guillemets, plus sociale, enfin, de chauvinisme social, comme on dit, c'est-à-dire réservé aux nationaux. En tout cas, c'est plutôt la sensibilité Marine Le Pen. On voit bien que Jordan Bardella, mais encore une fois, je parle sous le contrôle de Nona, va vers quelque chose d'autre. On le voit dans son autobiographie. J'ai pas encore lu son deuxième livre. On le voit dans ses déclarations. Donc voilà, c'est un néolibéralisme. Si jamais c'est un néolibéralisme, c'est à la française, avec quand même un rôle de l'État qui demeure, en tout cas d'après moi. Dans le cas d'Italie, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que Mario Draghi, bien sûr, est tout sauf un socialiste, hein, mais encore une fois, sa politique, c'est lié aux 194 milliards d'euros donnés par la Commission européenne. Donc, c'est-à-dire de dépenser. Il faut dépenser ces 194 milliards. D'ailleurs, un des problèmes aujourd'hui de l'administration italienne, au-delà même du pouvoir politique, c'est comment faire pour continuer à dépenser. Il reste encore quelques mois avec toute la lourdeur classique de l'administration, les errements de l'administration. Et il s'agit justement d'investir. Alors, Mario Draghi avait indiqué un certain nombre de priorités qui étaient des investissements fondamentaux dans les infrastructures, notamment de transport, la dimension du numérique fondamentale, la dimension écologique qui était présente chez Mario Draghi incontestablement. Alors, elle s'inscrit dans cette continuité, moins d'investissements sur les questions écologiques, incontestablement. Là, il y a un changement. Donc, voilà, elle s'inscrit dans cette continuité qui est évidemment une politique, cela dit, qui a beaucoup de dégâts sociaux. Je comprends la question dans ce sens-là. Oui, incontestablement, l'Italie est un pays pour lequel, et c'est un des éléments de glorification et de valorisation que fait Giorgia Meloni, c'est vrai que le chômage a diminué, mais la précarisation du travail a encore plus augmenté. Ça avait continué auparavant, ça c'est dans la continuité. Notre interlocuteur a tout à fait raison, mais ça s'est encore aggravé. C'est un pays en plus avec les plus bas salaires de toute l'Union européenne. Donc, il y a un énorme problème de pouvoir d'achat actuellement en Italie. Et donc, c'est un deuxième élément tout à fait important. Et les organisations, notamment liées à l'Église catholique en Italie, ont fait valoir que la pauvreté avait augmenté aujourd'hui en Italie, qu'il y a à peu près 5 millions de pauvres, dont une partie d'ailleurs de l'immigration.
italienne. Donc voilà, c'est une politique dans la continuité. Bien sûr, il y a des éléments de néolibéralisme, enfin encore faudrait-il définir ce terme, mais encore une fois, Draghi, c'est pas Mario Monti 2011, hein. Mario Monti 2011-2013, c'est une thérapie terrible d'austérité avec un Ouais. impact social considérable. Mario Draghi se retrouve dans une autre position, encore une fois, je le répète, parce qu'il doit dépenser 194 milliards d'euros. Et elle continue de faire cela avec un infléchissement fondamental sur les questions d'écologie. Merci Marc. À votre tour, Sarah, de répondre à une question cette fois d'actualité, parce que la question qui vous est posée concerne l'influence de l'extrême droite sur la formation du gouvernement aux Pays-Bas, puisque, Oui. eh bien, une fois encore, le gouvernement doit être de coalition. Comment l'extrême droite peut-elle encore tirer son épingle du jeu dans la coalition qui s'annonce, sachant ce que vous nous avez dit sur finalement sa piètre prestation pendant ces quelques mois? Oui, donc en ce moment, les négociations commencent et il y a une coalition de quatre partis qui pourrait avoir une majorité parlementaire. Donc ça, c'est une coalition centriste qui inclut les Verts et les démocrates sociaux. Donc ça, c'est une alliance en ce moment, donc une partie. Le vainqueur des élections, le D66, qui est un parti sociaux-libéraux, les démocrates chrétiens et les conservateurs libéraux. Euh, L'alternative est une coalition aussi de quatre partis. Donc, trois partis qui a été déjà, que j'ai déjà décrit. Euh, donc, D66, les démocrates chrétiens et les conservateurs libéraux. Et une quatrième partie qui est de l'extrême droite et qui s'appelle Ja21. Donc, Ja21 est un parti qui fait partie aussi de l'extrême droite, mais qui est plus prêt à faire des compromis avec des autres partis. Euh, et or, le problème est que cette coalition de centre-droite n'aurait que 75 sièges au Parlement. Donc, c'est vraiment à la limite de la majorité. Euh, et bien sûr, il y a aussi des possibilités de faire des coalitions avec le PVV de Geert Wilders qui pourront avoir une majorité. Mais tous les partis dits mainstream l'excluent du gouvernement, soit pour les raisons principales, donc par exemple l'alliance des Verts et des démocrates sociaux refuse de coopérer parce que le programme est anticonstitutionnel. Les conservateurs libéraux ont une approche plus pragmatique. Ils ne refusent la coopération avec le PVV en raison de sa, comment dire, parce qu'un parti pas fiable. Hmm. Euh, Oui, donc, pas ça, c'est professionnel. un point de vue qui pourrait changer pendant le processus de négociation. Et ce qui est important, c'est aujourd'hui que JA21 a demandé au scout qui fait le premier tour des préférences de demander à des partis de mainstream de reconsidérer l'exclusion du PVV. Donc, ça reste un processus très dynamique où l'exclusion du PVV n'est pas garantie. Certainement, si ça sera très difficile de faire une coalition plus centriste.
Merci, c'est très précieux ce que vous nous dites là, parce qu'en fait, on voit bien combien la montée en puissance de ces partis complique la formation des coalitions. Et on voit aussi que le cordon sanitaire n'est pas forcément mort et enterré partout. Et c'est la question que beaucoup de nos Ouais. interlocuteurs vont poser, enfin posent déjà. Et c'est une question qui te revient, Nona. Que reste-t-il? Que reste-t-il du cordon sanitaire, comme on l'appelait, sous une forme un peu triviale, enfin, ce qu'on a pu aussi appeler la discipline républicaine, hein, que reste-t-il en France? La question est posée sous des formes très différentes par bien des interlocuteurs ce soir, et évidemment elle est centrale. Ben, en tout cas, il est évident qu'il a de temps en temps des beaux réflexes de cordon sanitaire. Je veux dire, les dernières élections législatives montrent bien que quand la menace est précise, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir au niveau de l'électorat un réflexe anti-Rassemblement national. Donc ça, c'est une chose. Il n'est pas complètement disparu. Il faut voir les choses dans le contexte. Mhm. Mais moi, ce qui me semble plus intéressant au-delà, c'est au fond la question des alliances qui est posée dans les questions. Je veux dire, la plupart de ces partis ne peuvent pas arriver au pouvoir tout seuls. Ils Hmm. n'arrivent au pouvoir que quand la Oui. droite classique leur fait un marchepied. Sauf Mhm. si on prend dans de certains pays post-communistes, on avait des partis de droite qui se sont radicalisés. Donc ça, c'est autre chose. Mais dans ces cas-là, ces droites qui ont souvent des passés un peu controversés ne peuvent pas arriver toutes seules au pouvoir. Et donc, ce qui me semble vraiment important, c'est pas seulement au niveau de l'électorat, mais c'est au niveau des forces politiques. Et Oui, bien donc, la sûr. porosité croissante qu'on a au niveau du centre droit et de la droite vis-à-vis des idées et la tentation de passer des alliances. Elle est en train de diviser la droite Et alors, et où les passe la macronistes. frontière? Où passe la Mais là, frontière aujourd'hui? où passe la frontière? Je veux dire, on a eu quand même une douzaine de députés ciotistes, on a eu une alliance, on a un parti. Regardez ce qui s'est passé avec le vote qui vient de se passer, la niche parlementaire du Rassemblement national, remettre en cause les accords franco-algériens de 1968. Ben, c'est passé. Là, quelque part, vous pouvez me dire qu'au niveau des élus, il y a eu des voix de la droite et des macronistes qui ont permis, pour la première fois, symboliquement, ça n'aura pas de conséquences politiques, hein, Ah, c'est bien une sûr. résolution. Mais sur le plan symbolique, oui, là, vous pouvez dire quelque part, le cordon sanitaire, il a sauté. Et il a sauté même encore plus si on regarde les idées, tout simplement, la Hmm. porosité des idées. C'est pas tant au niveau de la population dans son ensemble qu'au niveau des forces politiques au pouvoir, avec l'idée de regagner les voix, regagner l'électorat du RN, on le copie. Je veux dire, la loi Darmanin sur l'immigration, c'est un bel exemple. Quand vous avez un gouvernement qui délibérément met dans cette loi des mesures qui ne sont pas constitutionnelles et qui, d'une certaine manière, c'est une baffe à l'égard du Conseil constitutionnel. Donc là, c'est le Alors centre là, droit, hein. Et tout à enfin, fait. c'est, enfin bon, non, je ne vais pas radoter là-dessus, mais Mais c'est là que ça me semble qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il y a une porosité des idées, et en particulier sur ces idées de l'immigration et de la sécurité. Donc, on coopte les idées du Rassemblement national. Eh ben, ça, c'est une rupture du cordon sanitaire. tout à fait. Ajouter Marc? quelque chose, oui, Bien sûr, bien sûr. compléter, enfin compléter, faire un jeu de miroir avec l'Italie, d'autant plus qu'en France, toute une presse parle de, il faut faire comme enfin une presse de droite Oui, dit, comme il faut faire comme en Italie, coalition des droites. Alors, il faut faire très attention parce que du côté français, pour le moment, il n'y a pas un accord programmatique justement entre le RN, les ah, Républicains, Reconquête, etc. Et pour au moins une raison, c'est qu'on a un système électoral qui est différent de celui d'Italie, et notamment une élection présidentielle au suffrage universel. Il faut bien comprendre qu'en Italie, les coalitions de droite, elles existent depuis l'entrée en politique de Silvio Berlusconi en Berlusconi. 1994. Donc, il y a une tradition. Et Oui. parfois, une fois, la Ligue du Nord, à l'époque, s'était séparée de Berlusconi, mais à part cette exception, justement, depuis, la droite est habituée à être unie. Et elle va au combat, si je veux dire, au combat électoral, unie. Par exemple, en 2022, elle a établi un programme commun que vous pouvez consulter pour ceux qui lisent l'italien. Il y avait un accord programmatique avec une coalition des trois partis, et donc Giorgia Meloni qui très rapidement s'est imposée comme la leader. Et ça, c'est important parce qu'auparavant, il y avait un leader qui était
Silvio Berlusconi, ça va de 94 à 2011. Puis après, il y a une petite période très courte où ça a été Salvini, le leader de la coalition, et maintenant c'est Giorgia Meloni. Et la force de cette coalition, c'est d'abord qu'elle peut justement présenter des candidats. Alors c'est là où le mode de scrutin est capital. Aux dernières élections de 2022, elle a gagné. Il y avait un mouvement incontestablement, mais c'est surtout parce que deux tiers, en gros, je vais vite, hein, deux tiers des députés sont élus à la proportionnelle et le reste au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Si la droite était capable de désigner un seul candidat, elle avait un avantage par rapport à une opposition divisée qui se présentait avec trois candidats dans les collèges électoraux où on était élu au terme d'un scrutin majoritaire uninominal à un tour. C'est très facile à comprendre. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle elle a obtenu la majorité absolue dans les deux chambres, à la Chambre des députés et au Sénat. Et d'autre part, la force de cette coalition, au-delà des divisions qui existent, on a bien compris, la Ligue n'est pas toujours sur la même position que Fratelli d'Italia sur beaucoup de sujets, mais la force, c'est son opposition par rapport à la gauche. Et la gauche, c'est quoi? Ben, c'est toujours des communistes, même si on n'a plus, c'est des communistes, on active l'anticommunisme encore. Et puis, deuxièmement, c'est l'État et les impôts. Voilà, la gauche pour cette coalition de droite. Et l'électorat de droite, ça, c'est très bien mis en valeur par nos collègues qui étudient les motivations du vote. Nona sait que les Italiens sont très forts pour ce type d'enquête. Et on voit que le point fondamental, c'est pas toujours l'adhésion à la droite, mais en tout cas, c'est le refus de cette gauche associée à la puissance supposée de l'État et aux impôts qui vont arriver sur une population très rétive aux impôts, plus peut-être qu'ailleurs pour des tas de raisons historiques. Alors, dans cette lecture, Marc, qui est très Est-ce que je peux intéressante, rajouter? Ouais. Oui, mais Est-ce que je peux je vais... rajouter juste quelque chose à ce Vas-y, qu'il vient de vas-y. dire? Parce que ce qui est très important dans ce qu'a dit Marc, c'est le rôle qu'a joué Berlusconi pour sortir l'extrême droite de son ghetto, pour l'intégrer au gouvernement. Et la force de Giorgia Meloni comparée à une Marine Le Pen, c'est qu'elle a appris à gouverner. Elle a été intégrée très tôt, tandis qu'on parlait du problème qu'a le Parti de la Liberté en Hollande à trouver des membres compétents. Il y a ce même problème au Rassemblement national. En Italie, ils ont pu faire l'apprentissage du pouvoir beaucoup plus tôt. Et ça, c'est un énorme atout. C'est encore une des différences entre Ouais. Mm. l'Italie et les deux autres pays. Mais dans ce que disait Pardon. Marc, il y avait aussi une chose très intéressante, je trouve, comparativement. Euh, Tu parles des motivations des électeurs de droite sans mentionner l'immigration Ben oui. en haut de la liste. Et est-ce que, quand on transpose cette question en terre française, c'est une des questions d'ailleurs qui vient dans le chat, est-ce que malgré tout, l'immigration, le racisme, utilisons le mot, n'est pas ce qui fait moteur. Et quand on regarde les sondages d'opinion ben, dont tu as déjà fait mention, Nona, est-ce que la corrélation, elle n'est pas plutôt là? Et est-ce que c'est pas ça qui fait sauter le cordon sanitaire? La porosité dont tu parles, est-ce qu'elle n'est pas surdéterminée par cette xénophobie-là? Excuse-moi, Ouais, juste ouais, avant que vas-y. Nona intervienne, bien sûr, il y a l'immigration aussi dans l'électorat de droite, hein. Bon, d'accord. Voilà, pardon, j'ai été maladroit dans mon expression, je corrige tout de suite pour pas qu'il y ait de malentendu. Excuse-moi, Nona. Mais effectivement, l'immigration reste la priorité. Il y a deux choses. J'aime pas parler en termes de racisme. Là, tu parles en termes d'attitude. Si toutes les personnes qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés et qu'on serait mieux sans les Arabes votaient pour le Rassemblement national, ils seraient au pouvoir depuis longtemps. Une chose, c'est les attitudes. L'autre, c'est les enjeux politiques au moment de voter. Et là, effectivement, si tu prends la France aujourd'hui, l'immigration, elle vient loin derrière le pouvoir d'achat, hein, et la sécurité. Bon, mais chez les électeurs du FN hier et du Rassemblement national aujourd'hui, la caractéristique est que pour eux, c'est plus important que tout le reste. Et ça continue. Et ne parlons pas en termes de racines. Je veux dire, il y a des raisons très complexes qui font que pour eux, la menace, ils ont accepté le cadrage du Rassemblement national. La menace numéro un, c'est l'immigration et pas n'importe quelle immigration. Compte tenu de l'histoire coloniale de la France, c'est l'immigration qui vient du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne et donc de pays musulmans. Et donc tout cela, ça correspond, ça explique le cadrage du FN. Et jusqu'à aujourd'hui, imagine que dans certains de nos sondages, on voit que 90% des personnes qui se disent sympathisantes du Rassemblement national trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. 40 points au-dessus de la moyenne, ça. Donc l'immigration Et où sont joue. les électeurs de LR sur cette échelle? Ils sont derrière quand même. Et Oui, dans l'ensemble du pays, je veux dire, les travaux de la CNCDH montrent que pourtant, paradoxalement, bon an, mal an, il y a une acceptation croissante de l'immigré, de l'étranger, de l'autre, des ouais. musulmans.
Donc, C'est le et donc paradoxe. même la droite, si je fais une courbe avec l'adhésion à cette idée qu'il y a trop d'immigrés en France, les gens qui sont sympathisants du RN, les sondés, ils ont quasiment pas bougé. Mais ceux de la droite classique, eh bien, ce taux baisse. Et de la gauche, évidemment, encore plus. Hein, le clivage gauche-droite, là, il est très présent. Mais Ouais. c'est vraiment ce qui me caractérise cet électorat RN, même si, en fait, quand vous les interrogez, il y a plein d'autres choses qui arrivent, parce que c'est un peu plus compliqué. Simplement, le RN a réussi à faire voir le monde à travers le prisme de la menace immigrée. Ouais. Alors, des questions plus comparatives, enfin non, tout aussi comparatives en fait, mais qui vont peut-être nous permettre de revenir vers les pays où l'extrême droite a exercé le pouvoir. Il y a une question en particulier de Lucas Blériot concernant la haute fonction publique. Et ce serait intéressant que vous nous disiez, on a parlé de milieux comme les milieux d'affaires, comme d'autres, mais les hauts fonctionnaires et l'administration en général, lorsque on exerce le pouvoir et qu'on s'appelle Meloni en Italie, comment est-ce qu'on traite avec ce relais tellement important de l'autorité? Euh, la haute administration, enfin, alors d'abord en Italie, on n'emploie pas la formulation fonctionnaire, mais enfin, disons, la haute Oui. fonction publique, enfin, peu importe, elle, 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 elle suit ce que dit le pouvoir. Je ne vois pas de résistance par rapport enfin, aux différents ministres. Enfin, en général, tous les ministres dans le passé, des gouvernements de droite ou de gauche, se plaignaient de leur administration pour une bonne raison. C'était pas leur opposition, l'opposition politique de l'administration à ce que voulait le ministre et éventuellement les lois qui étaient passées. C'était la difficulté de les appliquer administrativement, étant donné que, comme l'a démontré le grand professeur Sabino Cassese, le feuilleté administratif, l'empilement Mm. des lois, l'empilement des règles depuis des lustres en Italie fait que c'est toujours extraordinairement difficile de faire des décrets d'application. Et donc, moi, j'ai interrogé souvent beaucoup de ministres de gauche comme de droite, pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais dans le passé, et tous m'expliquaient, ce qui est terrible, c'est qu'on lutte contre notre administration qui nous explique que pour telle et telle raison, on ne peut pas justement appliquer ce qu'on a décidé. Alors, pour le moment, en Italie, l'administration sert le pouvoir incontestablement. Alors, attention, hein, il y a des ministres de différentes sensibilités politiques. Là aussi, c'est Oui. très important. Vous avez des ministres. Alors, Nona a dit une chose aussi importante. Elle a dit oui, un certain nombre de gens de frères d'Italie ont l'expérience du pouvoir. Giorgia Meloni a été vice-présidente de la Chambre des députés. Elle a été ministre de la Jeunesse pendant 3 ans, de 2008 à 2011. D'autres ministres, Ignazio La Russa, alors qui vient vraiment d'une famille fasciste, qui a un passé fasciste assumé, qui adore dire qu'il fait collection des bustes de Mussolini, ça vous donne une idée, est aujourd'hui président du Sénat, mais il a été ministre de la Défense. Donc un certain nombre d'entre eux ont des expériences gouvernementales, d'autres les ont découvertes, mais je n'ai pas entendu parler, j'allais dire, de conflits avec l'administration, qui en général, il y a toujours aussi, quand on discute avec ces fonctionnaires, moi j'ai parlé avec justement des personnes qui travaillent avec Salvini, que justement, qui à mot couvert explique, mais c'est nous qui en quelque sorte drivons les ministres, qui essayons de leur montrer ce qu'il faut faire. Donc il y a aussi cette idée ou cette illusion que l'administration, avec sa compétence administrative, est capable de dire aux ministres un certain nombre de choses de manière très policée pour amadouer un certain nombre de dispositions. Mais l'écrivain Malaparte, on lui donne une phrase sans doute apocryphe, les Italiens n'aiment qu'un seul parti, celui qui est au pouvoir. Je crois que ça pourrait s'appliquer aux fonctionnaires italiens. Si. Sarah, est-ce que la question est pertinente dans le cas néerlandais? Et est-ce que les partis d'extrême droite ont cherché à justement trouver des relais dans la fonction publique? Oui, la question est très pertinente parce qu'aux Pays-Bas, les fonctionnaires ont vraiment tout fait pour expliquer aux ministres du PVV que leur plan n'était pas effectif, pour expliquer que leur plan ne fonctionne pas dans un contexte d'état de droit.
Mais les ministres ont presque tous les fois ignoré les conseils. Hmm. Donc, on a eu une période où les fonctionnaires ont parlé beaucoup avec le média pour anonymement expliquer qu'était leur conseil et pour faire que le Parlement bloquait les propositions. Oui, c'est intéressant. Effectivement, Ça, je n'ai les pas entendu parler de ça en Italie. C'est très intéressant ce que vient de dire Sarah. Je n'ai pas très entendu parler de intéressant. protestations de fonctionnaires, y compris anonymement, qui seraient relayées dans Oui. les médias. Qu'est-ce qu'on sait, Nona, de l'influence que le RN exerce auprès de certains hauts fonctionnaires en France? Ben, d'abord, ils essayent depuis longtemps d'avoir des réseaux, hein, et ils se sont réjouis de la prise de guerre de, comment il s'appelle, Fabrice Leggeri, là, le patron de Frontex, avec l'idée, voilà, on a maintenant des anciens hauts fonctionnaires qui viennent à nous, enfin, ou des cadres plus largement. Mais d'un autre côté, j'ai vu passer pas mal d'articles qui faisaient état plutôt de l'inquiétude des fonctionnaires, de la haute fonction publique notamment, en cas d'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Est-ce qu'on peut démissionner, invoquer une clause de conscience? Faut-il obéir? Donc moi, je le vois plutôt de cet angle-là. Oui, C'est la grande inquiétude. Mais évidemment, le RN essaie de faire une entreprise de séduction dans la haute fonction publique, les énarques, et aussi, de même qu'il fait une tentative de séduction auprès du patronat. Mais pour l'instant, ils ont quand même des problèmes. Ils ont quelques prises de guerre, mais ça reste euh, pas très étoffé au cas où ils arrivent au gouvernement, même si oui. c'est en train de changer. Alors, il y a un autre milieu qui intéresse nos interlocuteurs, c'est celui de la culture, le monde de la culture. Encore plus Et inquiétant. une des questions, alors la question est à plusieurs entrées, hein. L'une d'entre elles, Marc l'a évoqué, c'est la façon dont on mettait au pas, en quelque sorte, Mm. les intellectuels. On peut renverser la proposition et dire l'objectif, c'est quand même de mettre une contre-culture Mhm. au pouvoir, enfin, une forme de Oui. contre-révolution culturelle, en quelque sorte. Mais est-ce que justement, on voit des représentants du monde de la culture, des intellectuels, rallier ces forces politiques. Et le cas en Italie peut être peut-être heuristique là parce que justement il y a une épaisseur historique maintenant assez forte. Oui, alors incontestablement, je dirais pas museler les intellectuels, hein, mais alors je l'ai dit tout à l'heure, contrôle de la télévision et de la radio publique, la RAI, Ah oui. nomination, alors très intéressante, nomination dans toutes les institutions culturelles publiques de personnes liées au Ouais. parti, au pouvoir actuellement, là systématiquement, entre guillemets, c'est très bien fait, c'est-à-dire qu'on attend enfin, le gouvernement ou les ministres de tutelle, en l'occurrence le ministre des Biens culturels, attend la fin du mandat. À ma connaissance, il n'y a pas eu de licenciement de personnes qui étaient en fonction. On attend la fin du mandat pour nommer Mm. des personnes qui, en général, sont très, très proches, oui, sont toutes très proches idéologiquement du pouvoir et se mettent au travail. Alors, je vais prendre deux cas différents, enfin, deux exemples un peu différents. Le plus grand événement culturel de l'Italie, c'est la Biennale de Venise et a été nommé un intellectuel très connu, un homme assez particulier qui est à la Ah fois oui. musulman et en Ouais. même temps très à droite. À la connaissance, moi j'ai interrogé beaucoup de gens qui travaillent avec la Biennale de Venise, personne ne s'est plaint de ces nouvelles orientations. Il n'a pas remis en cause fondamentalement la Biennale. En revanche, dans d'autres institutions culturelles, oui, alors, notamment chasse aux sorcières, nouvelle programmation culturelle, il y a eu des expositions, par exemple, qui ont déclenché des grosses polémiques, en particulier la grande exposition qui a été faite, je prends cet exemple parce qu'il est emblématique, sur le futurisme à Rome que je suis allé visiter. Et c'était tout à fait intéressant, d'abord parce qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de pièces que je ne connaissais pas, donc j'ai appris beaucoup de choses, mais tout ce qui était le lien avec le fascisme avait été édulcoré. Alors, il faut savoir que le futurisme a été une des matrices intellectuelles du fascisme italien. Donc on n'en parlait pas, ça a suscité une polémique. Les personnalités qui étaient dans le comité de préparation de cette exposition, un certain nombre de collègues ou d'historiens ou d'historiennes de l'art ont démissionné, dénonçant cela, mais effectivement, là, il y avait une entreprise culturelle très, très, très claire. Valorisation de la nation, ça c'est très, très important pour le pouvoir en
en place, repli sur un certain type de conception de la culture nationale. Oui, ça, c'est des éléments fondamentaux qui sont mis en place actuellement, qui tentent d'être mis en place. Et pour répondre à un des aspects de ta question, oui, il y a un certain nombre d'intellectuels de droite qui étaient présents dans Frères d'Italie, bien sûr, ou qui sont un peu du côté de Forza Italia, beaucoup moins du côté de la Ligue, même s'il y en a, qui bon, expriment leur soutien au gouvernement, soit dans des articles de presse, soit prennent des responsabilités, sont nommés à des postes de responsabilité. On oublie trop qu'à l'époque de Berlusconi, ça on n'a jamais compris ça en France, qu'il y avait beaucoup d'intellectuels, de constitutionnalistes, d'historiens, de politologues, de politistes qui soutenaient, sans compter des journalistes brillants, qui soutenaient Silvio Berlusconi. On n'a jamais voulu voir cette réalité. C'est moins fort du côté de Giorgia Meloni, mais incontestablement, il y en a aussi. Alors ça, effectivement, c'est très différent. Enfin, je parle sous ton contrôle, Nona, de la situation française, mais à toi de nous dire justement, euh, de ce point de vue-là, quelle est la pénétration des idées, voire des organisations d'extrême droite. Et on parle bien sûr du monde de la culture, mais du monde des médias aussi, forcément. Écoute, c'est moi si je regarde, je suis pas spécialiste du parti, des mouvements, je travaille beaucoup plus sur l'électorat, mais quand on regarde, on sait que la culture, défense de la culture française, de l'identité française, c'est au cœur du programme du RN. Et quand on regarde les villes qui ont été gouvernées, qui sont gouvernées encore par le RN, ben c'est à ce niveau-là qu'ils peuvent se battre. Hein, je veux dire, refuser des subventions à toutes les associations culturelles qui sont contre eux. Ils envisagent quand même très largement le monde de la culture comme trop à gauche et trop issu de la diversité. Donc, il y a certainement des artistes, mais je ne vais pas faire une liste un par un de ceux qui pourraient soutenir le Rassemblement national et son parti. Mais en tout cas, la guerre culturelle, elle est bien là. Et dans les médias, ben, on voit clairement que l'idée, Marine Le Pen a un vrai contentieux avec les journalistes. Je veux dire, il est évident que des médias type ceux qui dépendent du groupe Bolloré, ça d'accord, mais les autres peuvent être, c'est pas Mediapart leur tasse de thé hein, pour aller vite. Donc il y a à la fois une guerre contre un monde culturel qui est quand même plutôt perçu comme contre eux et une tentative de contrôle des médias qui pensent mal, qui déforment leurs propos. C'est ça, c'est un classique que l'on doit retrouver dans les trois pays. Et le groupe Bolloré étend son empire au-delà du monde des médias pour Oui, entrer dans celui de l'édition, ce qu'il ne faut oui, pas négliger non plus. tout à fait. Et du côté 18h. italien, il y a aussi l'instrumentalisation de Gramsci. Hein. Mm. Faut y Oui, aller. alors c'était d'ailleurs dans une des questions, on n'a pas pu effectivement traiter de toutes les questions qui sont venues dans le chat et j'en suis désolé pour ceux qui n'ont pas eu de réponse, mais on en a quand même évoqué un très grand nombre de ces questions et c'était effectivement une des questions, l'hégémonisme qui était dans le chat. Mais il est 18h30 et j'avais promis que nous vous libérerions à Mhm. l'heure. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Sarah, merci Nona, merci Marc d'avoir ainsi décrypté cette actualité à la fois nationale et internationale. Ce webinaire sera bientôt disponible sur le site de la FSP, donc n'hésitez surtout pas à faire circuler le lien qui permettra à tous ceux qui veulent le voir, le revoir, d'y avoir accès. Merci encore et bonne soirée. Merci, Merci. Et bonne puis c'est soirée. dommage pour plein de questions auxquelles on ne répondra pas, mais on Ouais. continuera. Ah, on aura certainement l'occasion de revisiter ce sujet. Oui, je crois qu'on n'en a Oui. pas terminé. Non, Non. certainement pas. À Ok. bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée. Au Au revoir. revoir. Allez.